Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici pour participer à ce séminaire. Je suis économiste, donc comme l'a dit Jonas, et je travaille sur l'économie comportementale et l'économie du risque. Et avec des collègues, on s'est penché sur cette question du risque des maladies vectorielles à tiques euh, dans le cadre d'une étude qu'on a faite, qui est une étude, pardon, je remonte sur mes slides, hein, qui est une étude qui porte sur la manière dont les usagers des forêts en France se protègent en fonction de leur perception des risques liés aux tiques et aux maladies à tiques. Donc j'ai essayé d'adapter la présentation pour être le plus concret possible. Si jamais j'étais pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Excusez-moi. Et donc, ce travail, il vise à s'intéresser au comportement de protection. Là encore, hein, ce sont des choses qui ont déjà été discutées et que vous connaissez bien. Cette idée que quand on parle du risque sanitaire lié aux maladies à tiques, la protection individuelle est absolument cruciale dans la mesure où, contrairement par exemple à d'autres vecteurs comme les moustiques, dont on peut chercher à réguler les populations par des moyens plus directs, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible sur les tiques et les mesures de régulation des hôtes eux-mêmes sont également complexes et dont leur efficacité pour l'instant reste assez incertaine. Cette étude, elle va se centrer sur la borréliose de Lyme, pour laquelle donc à ce stade, on n'a pas de vaccin commercialisé, même s'il y a eu des tentatives. Et à ce titre, donc, la protection individuelle des usagers, on verra pourquoi les usagers des forêts, est absolument primordiale. Donc cette prévention individuelle, hein, vous la connaissez, elle peut passer, disons, par des instruments qu'on peut mettre dans trois catégories, ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, et puis ce qui se passe après. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que on a des usagers des forêts qui se protègent et d'autres qui ne le font pas, et on va essayer d'identifier les facteurs, les déterminants de ces comportements. Comme Jonas l'a montré tout à l'heure, hein, dans la distribution des piqûres de tiques, même si il y a un vrai enjeu sur les piqûres dans les jardins, comme il l'a mentionné, les forêts restent, sur les dernières statistiques, l'endroit où à peu près la moitié des piqûres de tiques ont lieu. Jonas me corrigera si mon chiffre n'est pas tout à fait actualisé. Mais donc, il y a un vrai enjeu à comprendre pourquoi les gens, dans différentes activités qui peuvent mener dans les forêts, vont choisir ou non de se protéger. Le, La difficulté qu'on a quand on cherche à prévenir ce risque de maladie éthique et en particulier sur la maladie de Lyme et faire adopter des comportements de prévention, c'est un problème qui est lié en partie à des perceptions qui sont biaisées. La maladie de Lyme donc, a fait l'objet de nombreuses idées reçues, on connaît les controverses qu'il peut y avoir autour et en simple termes d'information, on a des chiffres qui sont assez clairs, hein. En 2016, on avait 64% des Français seulement qui avaient entendu parler de la maladie de Lyme. Dans le baromètre suivant, en 2019, on est passé à 79%, donc il y a un vrai progrès, mais il y en a encore beaucoup qui s'estiment, 41%, qui s'estiment mal informés sur ce que représente vraiment cette maladie. Et à ce titre, on doit composé avec le fait que les comportements de protection que vont adopter nos usagers des forêts, ils vont pas être ajustés par rapport à un risque objectif, ils vont être ajustés par rapport à la perception que ces usagers ont du risque. D'où l'importance, si on veut essayer de concevoir des campagnes de prévention qui soient efficaces, de mieux comprendre ces perceptions. Et pour ça, on a un outil, c'est le Health Belief Model, donc le modèle de croyance en santé, qui est un outil dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été développé dans les années 50 aux États-Unis et qui est aujourd'hui, dans la discipline académique de santé publique, un des modèles de cognition sociale, de cognition de santé les plus utilisés. On a plus de 5000 publications sur ne serait-ce que les 10 dernières années qui se fondent en fait sur ce cadre conceptuel pour traiter des problèmes de vaccination, de dépistage. Il y a eu bien sûr beaucoup d'études qui ont été faites en lien avec le Covid-19 et puis également aussi sur les tiques. L'idée centrale de ce modèle,
c'est de dire, et c'est assez instinctif, hein, c'est de dire mon comportement de prévention, je vais le fonder sur mes perceptions, donc c'est-à-dire sur l'idée que je me fais très subjectivement du risque auquel je suis confronté. Et alors, pas seulement du risque, le Health Belief Model, c'est un petit peu plus large, mais aussi des bénéfices que vont m'apporter c'est l'adoption de ces mesures de protection, parce que c'est des bénéfices de protection plus ou moins partiels par rapport au risque lui-même, mais également d'autres facteurs un petit peu plus fins, comme par exemple, est-ce que moi je suis capable, si cette prévention elle demande d'être un peu systématique, est-ce que je suis capable de mettre en œuvre cette prévention à chaque fois, ou bien je pense que je n'y arriverai pas, et dans ce cas-là, finalement, ça peut m'amener à ne pas me lancer dans ces mesures de prévention. Donc nous, dans notre étude, on a essayé d'apporter deux choses. Alors il y en a une qui est vraiment un peu spécifique à nos enjeux disciplinaires en économie, c'est d'introduire l'aversion au risque, qui est un concept qui peut être compris de façon classique comme le fait de ne pas vouloir s'engager dans une activité qui peut nous amener beaucoup de dommages si jamais le risque se réalise. En économie, c'est un petit peu plus compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Mais l'autre apport qu'on a essayé de proposer, par rapport à la littérature en santé publique telle qu'elle traitait les problèmes de tic jusque-là, c'est vraiment séparer très distinctement le, deux formes de risque, les deux composantes de ce risque, ce qu'on va appeler la sévérité perçue, c'est-à-dire comment moi, subjectivement, j'évalue la gravité de la maladie qui est associée au risque. Donc, en gros, pour le quantifier, le nombre de dommages que je vais subir si le risque se réalise. Et puis, la susceptibilité perçue. La susceptibilité entendue ici au sens de probabilité subjective. Quelle est la probabilité que j'attribue moi au risque de me faire piquer par une tique infectée, en l'occurrence ici par Lyme, quand j'irai me promener dans ma forêt. Donc une subjectivité aussi très locale. Et cette distinction entre les deux, on va essayer de montrer qu'elle est intéressante parce que dans la mise en œuvre de campagnes de prévention, de sensibilisation, elle peut nous amener à vouloir insister sur plutôt l'aspect sévérité ou plutôt sur l'aspect susceptibilité si on cherche à mettre une des deux dimensions plus en évidence. Donc ça ressemble à ça, un health belief model. On a un comportement préventif adopté par notre individu, et ce comportement préventif, bah, il va dépendre d'un certain nombre de croyances, cette perception de la sévérité dont j'ai parlé, la susceptibilité, mais aussi la perception des bénéfices que ça peut m'apporter, des obstacles qui peuvent m'empêcher petit à petit, si on est sur un comportement à moyen ou long terme, de maintenir cet effort de prévention, et puis l'auto-efficacité dont je parlais tout à l'heure, le fait d'être cohérent, d'être consistant dans mon effort. Il y a aussi ce qu'on va appeler des facteurs modificateurs qui vont jouer, des facteurs sociodémographiques, des facteurs de connaissance. Donc nous, on a joué sur cette idée de à quel point les gens connaissaient l'éthique et à quel point ils les connaissaient vraiment via l'identification de photos et quelques petites questions pas très complexes sur l'écologie d'éthique, mais aussi à quel point ils pensaient subjectivement les connaître, c'est-à-dire comment ils déclaraient leur niveau de connaissance d'éthique. Et la même chose sur la maladie de Lyme. On a également des traits de personnalité, donc je vous parlais de l'aversion au risque tout à l'heure, on a aussi testé l'aversion au risque de piqûre d'insectes, hein, puisqu'on sait qu'il y a des gens plus sensibles à ce risque-là. Une dernière source de déterminants sur le comportement, est-ce qu'il y a des signaux d'action, est-ce qu'il y a des messages envoyés, soit par les autorités sanitaires par exemple, est-ce que j'ai reçu sous une forme ou une autre des messages de prévention, ou bien par des messages de l'entourage. Est-ce que dans mon entourage, il y a des gens qui ont été touchés par la borréliose de Lyme, il y a des gens qui ont été piqués par des tiques, il y a des gens qui m'ont conseillé de me protéger. Voilà. Donc on a adapté ce cadre général du Health Belief Model aux questions sur les tiques. Alors, pour des raisons pratiques, hein, on ne pouvait pas tester toutes les variables. Donc nous, on s'est vraiment concentré sur ces deux qui sont en jaune ici, la perception de la sévérité et de la susceptibilité. Et ça fait partie des chantiers à venir, d'essayer de tester aussi à quel point les gens pensent que tel comportement préventif a vraiment un bénéfice net en termes de protection. Par exemple, pour tester l'usage des répulsifs ou pour tester l'usage des checks post-balade en forêt ou autre. Donc, nos deux variables clés, la perception de la sévérité et la perception de la susceptibilité, on peut les résumer.
de la façon suivante. Est-ce que je pense que la maladie de Lyme est grave et prendre en compte les conséquences médicales et sociales qui sont perçues de cette maladie. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure quel outil on a utilisé dans l'enquête pour capturer en fait cette sévérité qui est pas évidente parce qu'il suffit pas de répondre oui ou non, je pense que c'est grave. Et puis la susceptibilité, où je l'ai dit tout à l'heure, quel est le risque que je pense courir quand je vais me balader dans ma forêt, enfin me balader ou faire du VTT ou un pique-nique dans ma forêt. À ce titre, c'est donc une probabilité subjective et locale. Les facteurs modificateurs, j'en ai parlé, la connaissance, qu'elle soit subjective ou objective, des tics ou des Lyme, les aversions, et l'intuition qu'on a derrière ce modèle. Maintenant, c'est pas si simple et avec ma collègue, on a montré d'un point de vue théorique que ça va pas forcément de soi, même si dans la littérature standard en santé publique, c'est souvent le cas. C'est cette idée que si ma perception de la sévérité et ou ma perception de la susceptibilité augmente, dans ce cas-là, je vais adopter un peu plus de protection. Ou bien pour le dire autrement, sur un échantillon de population, les individus qui vont avoir une plus forte perception de la sévérité ou une plus forte perception de la susceptibilité vont être ceux qui, en moyenne, se protègent davantage que ceux qui ont une perception de ce risque plus faible sur l'une ou l'autre des composantes. Je me permets juste une petite parenthèse parce que en préparant cette présentation pour aujourd'hui, donc qui a vocation à s'adresser à des gens des professionnels, je me suis souvenu que quand on avait travaillé sur ces questions de Health Belief Model, j'étais tombé sur un article qu'on avait assez peu utilisé parce qu'il était justement ciblé, enfin il ciblait justement les professionnels de terrain. Et donc pour aujourd'hui, là, je suis allé retourner chercher dans l'article quels étaient les enseignements via ce Health Belief Model qu'il y avait dans ce papier-là. Donc, je pourrais donner à Jonas la référence, bien évidemment, pour que vous puissiez y accéder. Mais pour vous donner une idée, avec une enquête fondée sur ce modèle, ce qu'ils avaient trouvé, alors là, c'était aux États-Unis, en Floride, sur un échantillon de un peu plus de 600 réponses de professionnels dans des parcs naturels en Floride. Et vous voyez qu'on trouvait des résultats intéressants. En termes d'exposition, les travailleurs en plein air qui étaient 3 à 10 fois plus susceptibles d'être infectés par une maladie vectorielle attique que les travailleurs sédentaires parmi l'échantillon qui avait répondu. Un déficit de formation, puisque seulement un quart avait une formation suffisante. Des prédicteurs des comportements qui étaient assez classiques, hein, le fait d'avoir des bonnes connaissances, le fait de percevoir le risque fortement, mais ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient mélangé en fait les deux composantes du risque, donc ça permet d'aller moins loin dans l'analyse fine de la prévention. L'intention d'agir, le fait d'être convaincu qu'il fallait se protéger, et puis l'auto-efficacité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la confiance dans leur capacité à le faire de façon systématique. Ils avaient identifié aussi une différence de genre avec les femmes qui adoptaient plus souvent ces comportements préventifs, et donc en conséquence une recommandation d'avoir euh, de cibler des agents masculins pour renforcer chez eux la prévention. Et puis, ça c'était intéressant également en termes plus qualitatifs, l'enquête avait permis de montrer que davantage qu'une sensibilisation générale, que ce soit au risque de piqûre ou à la sévérité de la maladie, le fait de fournir une formation très spécifique avec les gestes précis qu'il fallait mettre en œuvre pour se protéger efficacement et l'intégrer aux routines de formation des nouveaux agents, par exemple, était quelque chose de très valorisé par les enquêtés. Donc, je reviens à notre enquête à nous. Je vais aller très vite sur l'enquête elle-même pour aller directement aux résultats pour respecter le temps imparti. Mais donc, notre enquête, elle a porté sur des usagers des forêts en France, France hexagonale, avec 1350 profils qui ont été exploitables. L'enquête était donc en ligne, elle est passée par des réseaux sociaux, des newsletters, même par France Inter, la tête au carré qui avait eu la gentillesse de, de faire écho à notre enquête. Et puis, elle portait donc sur ces variables dont je vous ai parlé, en regardant également à quel point les gens allaient souvent ou pas en forêt, quel type d'activité ils menaient sur place, et puis les variables sociodémographiques les plus classiques. On avait construit un indice de protection en fonction des trois types de protection avant, pendant et après. Là, vous voyez sur ce schéma un peu simplifié
que les gens se protégeaient, hein, même si cette étude elle n'a pas du tout vocation à faire un reflet de à quel point les gens se protègent parce que l'échantillon il est pas suffisamment représentatif. Ce qu'on va étudier nous c'est vraiment les mécanismes de causalité, comment est-ce que les perceptions jouent sur la protection ou pas. Mais la plupart des gens se protègent simplement. C'est rare qu'ils utilisent les trois méthodes de protection combinées. La plupart en n'utilisent qu'une. Sur la perception de la maladie, on a utilisé un questionnaire qui est utilisé en sociologie de la santé pour essayer de capturer différentes dimensions de la borréliose de Lyme et ça donne un indice de sévérité. Et là aussi, comme vous le voyez, on est plutôt sur des perceptions d'une gravité modérée, voire sévère pour la borréliose de Lyme. Donc il y a pas une sous-estimation massive de ce risque-là. Donc, les résultats qu'on obtient à travers différents modèles économétriques, ils sont assez clairs. Le facteur déterminant qu'on retrouve véritablement de façon très solide, c'est la susceptibilité perçue. Donc, c'est cette croyance que localement, si je vais dans ma forêt, j'ai un risque de me faire piquer. Donc, plus cette perception individuelle va être élevée, plus il y a de chances que j'ai adopté un comportement de protection. Dans une moindre mesure, l'autre composante du risque, la sévérité perçue, elle explique une partie des comportements de protection, mais elle est plus fragile. C'est-à-dire que parfois, elle peut être effacée, son effet peut être effacé quand on est dans des contextes, notamment dans des contextes géographiques. Je vous en dirai un mot dans quelques instants. Donc ça confirme la validité ici du Health Belief Model par rapport à la perception. C'est-à-dire que ce sont ces perceptions-là qui vont permettre d'expliquer en grande partie l'adoption de comportements de protection. Donc on a aussi, je passe très vite, mais la connaissance subjective d'éthique qui joue un rôle important. Et puis, je vous parlais d'effets géographiques. Donc si on est en région Grand Est ou en Normandie, alors Normandie, on n'a pas vraiment éclairci quels étaient les effets qui pouvaient jouer là-dessus. Dans ce cas-là, il y avait des effets de contexte très forts qui faisaient que les gens se protégeaient et ce qui réduit en fait l'impact de nos variables de risque parce que quelle que soit votre perception du risque, si vous êtes déjà dans cette zone, vous allez avoir tendance à vous protéger davantage. Une hypothèse qu'on avait faite, c'est est-ce qu'il y a un effet rat des villes, rat des champs et on s'est rendu compte qu'en fait non, dans notre étude, il n'y a aucune significativité du fait d'appartenir à un environnement urbain ou rural sur le niveau de protection. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a essayé de montrer? À partir du moment où on s'est rendu compte que, les perceptions du risque jouaient très fortement sur le niveau de perception, donc on a un intérêt à mener des campagnes de sensibilisation, de prévention, mais dans la mesure où c'est vraiment la composante de susceptibilité qui prime sur la sévérité, une conséquence, alors on n'est pas en train de dire que c'est absolument ça qu'il faut faire, hein, mais c'est juste un éclairage qu'on apporte, ce serait qu'en termes de politique de prévention, ça peut être plus efficace d'informer sur la présence de tiques davantage que sur les conséquences ou la sévérité de la maladie de Lyme. D'où l'importance de panneaux in situ, par exemple, dans les forêts, qui peuvent être, là encore, à la lumière de nos résultats, hein, qui mériteraient d'être répétés et élargis à d'autres échantillons. Ça pourrait être plus pertinent de jouer sur ces alertes in situ plutôt que sur des campagnes plus générales de sensibilisation à la dangerosité de la maladie de Lyme. Et pour conclure, je vous partage ce petit panneau que j'ai pris en photo la semaine dernière dans la forêt que j'ai à côté de chez moi à Versailles. Euh, un, on a des panneaux là-dessus, alors qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivé à Versailles, il n'y avait aucun panneau, donc ce qui montre quand même des progrès en termes de prise de conscience de ce risque-là. Et deux, vous voyez que ce panneau, il annonce qu'il y a des maladies sérieuses qui sont liées aux piqûres de tiques, telles que la maladie de Lyme, donc il joue un peu sur la sévérité. Et puis, en revanche, il ne parle pas du tout de la présence de tiques dans cette forêt. Maintenant, s'il y a le panneau, c'est probablement qu'il y a des tiques, mais il n'y a pas une annonce forte sur le fait que, attention, il y a vraiment des tiques ici. Et ils insistent beaucoup sur les mesures de prévention. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Mais par rapport à nos conclusions, moi, j'aurais rajouté sur ce panneau quelque chose d'un petit peu plus clair sur le fait que on est sûr qu'il y a, dans les périodes connues, plus de tiques à cette période et dans cette forêt-là. Voilà, merci pour votre attention et je mettrai le plus de liens possible vers les ressources en ligne via Jonas après le séminaire.
Sinon, moi, je vais commencer juste par une remarque. Ce que tu as trouvé sur la Normandie, nous, c'est intéressant parce qu'en Normandie, c'est aussi une des régions où les gens retirent la tique le plus tôt aussi. Et c'est un truc qu'on ne comprend pas non plus. Et dans certaines enquêtes du baromètre de santé, il semblerait qu'effectivement, ils se protègent plus. Alors, il n'y a pas forcément plus de circulation de Lyme et tout ça. Donc, il faut enquêter sur les Normands. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Un commentaire. Je suis. Là, ça, c'était sur le virus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et donc, moi, ce que j'aurais alors aussi comme question, Marc, c'est donc, pour toi, juste, est-ce qu'il faut un seul type de prévention ou justement c'est quand même bien de maintenir une diversité parce que vous montrez un effet plus important, mais est-ce que c'est quand même pas bien de continuer à faire des communications larges en parallèle? Oui, je comprends très bien la question parce que c'est vrai que nous, en tant qu'économistes, on a souvent tendance à raisonner en termes dans un environnement où les ressources sont contraintes. Donc, nos résultats, ils indiquent le fait que si mes ressources sont contraintes et que je dois faire des choix, nous, on recommande plutôt d'orienter vers la prévention, enfin la sensibilisation sur la perception de la susceptibilité, donc vraiment la probabilité de croiser une tique infectée. Maintenant, en termes de communication plus intégrée, ce qui manque encore, hein, et on a des collègues qui travaillent là-dessus, notamment euh, au, au centre comment s'appelle ce centre le CVMPT là, ou CPMVT, euh, avec Alice Raftin par exemple et ses collègues, où on manque encore de résultats clairs sur la manière dont gens exposés, les individus exposés aux messages de prévention vont retenir, quelle part d'information ils vont retenir. Ce qui est connu en sciences de la communication, c'est que vaut mieux réduire le message à un seul élément pour que l'élément passe mieux. D'où ma suggestion que, voilà, dans un message sur un risque dans une forêt, dire qu'il y a des tiques dans cette forêt, sans forcément rentrer dans les détails sur la maladie de Lyme, peut aller plus directement. Mais ça, je pense qu'on manque encore de résultats parce que on l'a vu avec le baromètre que je vous ai montré tout à l'heure, hein, la connaissance, enfin du moins la conscience de la maladie, une maladie comme la borréliose de Lyme euh, progresse dans les consciences de la population générale. C'est pas le cas pour l'encéphalite dont nous parlait Laure tout à l'heure, hein, là où on est sur des niveaux de connaissances quand même beaucoup plus faibles. Et à partir du moment où il y a généralement dans la population une meilleure prise de conscience, c'est là où peut-être on peut, maintenant que les gens savent qu'il y a un risque sanitaire associé au tic qui va au-delà de la piqûre, peut-être qu'on peut centrer sur la présence de tiques et ne pas forcément parler de la maladie. Mais ça reste des résultats très partiels et qui méritent d'être complétés par une étude plus fine de la réaction face au support de communication dont on dispose aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Du coup, je comprends bien que la mesure la plus efficace, c'est l'affichage début des sentiers forestiers avec des panneaux de prévention. Et du coup, la question qui en découle, c'est un combat qui, l'ONF, le CNPF, les communes, les associations, qui peut s'emparer de cette mission en quelque sorte. Ben, c'est une excellente question. Je suis désolé parce que j'ai pas la réponse là-dessus. Nous, on n'a pas encore fait d'études plus larges sur les acteurs. Donc ça, c'est des questions qui sont en suspens, qui vont, j'imagine, parce que je suis pas un expert sur les statuts des forêts. Il y a sûrement des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi ici, mais que ça va dépendre aussi du type de statut. Maintenant, il y a
une chose qui est importante, hein, et ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions avec les collègues sur la prévention, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'éléments qui nous viennent de nos collègues en santé, notamment en santé mentale, qui montrent à quel point la forêt, les activités en forêt sont bénéfiques pour la santé mentale. Il y a un risque réel avec les risques de piqûres de tiques et de maladies à tiques, de créer une forme d'anxiété, voire d'angoisse vis-à-vis de l'environnement forêt, qui mènerait des gens à ne plus aller en forêt. Et ça, par rapport aux risques sanitaires liés aux pathogènes que les tiques transmettent, ça serait un effet qui serait dommage par rapport cet effet positif sur la santé mentale. Donc, il y a vraiment une approche délicate à adopter, pardon, pour ne pas générer trop d'anxiété tout en informant suffisamment. Oui, oui, juste pour répondre à ta question, les panneaux, il n'y a pas quelqu'un qui, dans la loi, qui dit il faut que je les installe. Normalement, à la base, c'est l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui peut les éviter. Chaque région est différente selon les sensibilités ou les états des lieux régionaux qui peuvent faire sur certaines thématiques. La santé environnement est quelque chose de très récent quand même, assez récent. Et il y a eu des ARS qui les ont évités. Il y a des techniciens qui vont pouvoir les installer. Dans certaines régions, c'était l'ONF. Ça dépend vraiment des dynamiques partenariales qui existent dans les différents territoires. Et il y a eu France Land qui a fait un très grand travail en Occitanie, en collaboration avec l'ARS. Donc, c'est Marie, si tu peux parler. Oui, bonjour à tous. Peut-être une courte intervention, mais qui me permet de rebondir sur ce que disait Monsieur Landry. Euh, Au niveau en fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a le réseau des CPIE, des Centres permanents d'initiative pour l'environnement, voilà, auquel j'appartiens, qui anime un projet financé par l'Agence régionale de santé, un projet de prévention sur les espèces à enjeu pour la santé, dont l'éthique. Donc c'est un vaste programme de prévention avec des animations de prévention, de sensibilisation sur le grand public, les scolaires et des professionnels également. Et dans ce programme, on essaye aussi d'amener en fait des sciences humaines, et on est accompagné par des psychologues sociaux notamment pour travailler les formats, les contenus des animations de façon à ce que ça ne soit pas anxiogène. Et donc on a fait un travail l'année dernière là-dessus qui peut aussi être partagé si pour ceux qui sont intéressés. Voilà, pour animer sur ces risques santé sans que ça soit anxiogène, puisqu'effectivement ça reste très important en fait que les gens continuent à avoir des contacts avec la nature, qui continuent à aller se balader dans la nature, quoi. Donc voilà, pour pas les empêcher non plus et à créer des blocages psychologiques aussi. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre plus, mais en tous les cas, voilà, sachez que c'est un sujet qui est traité aussi par les assos qui font de l'éducation à l'environnement et que voilà, on essaye d'aller dans ce sens-là, quoi. Merci beaucoup, Marie. Et je pense que Irénée en parlera dans sa présentation tout à l'heure aussi.